Donc, bonjour à tous. Nous allons commencer dans quelques minutes avec la présentation de Monsieur Gagnon, Clément, sur la cybersécurité, comment se protéger et comment protéger nos enfants. Alors, je vais laisser Monsieur Gagnon se présenter d'abord, ce sera le plan. Ensuite, il y aura une présentation de 30 minutes sur la cybersécurité, comment se présenter, comment se protéger et comment protéger les enfants. Et ensuite, nous aurons 30 minutes de questions-réponses. Donc, je ne sais pas, on va attendre encore une ou 2 minutes pour voir encore quelques personnes se connecter et on pourra commencer. Ça vous va, M. Gagnon? Oui, parfait. Parfait. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, activer vos vidéos? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oups. On est à 5 participants. Monsieur Gagnon, on commence à 14h10. Exactement. Parfait. OK. Donc, dans 2 minutes. Donc, non, dans 2 minutes.
Alors, on va y aller, Monsieur Gagnon. Donc, bonjour à tous encore une fois. Merci tous d'être là pour ce café rencontre avec AFIO sur la cybersécurité, comment se protéger, comment protéger ses enfants. Alors, ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps suivre une présentation de Monsieur Gagnon, Clément Gagnon. Je vais lui laisser se présenter. Et dans un deuxième temps, nous allons passer aux questions-réponses. Donc, Monsieur Gagnon, c'est à vous. Bon, merci de votre invitation que j'ai acceptée avec plaisir. Le sujet de la conférence, de la rencontre plutôt, comme vous pouvez voir à l'écran, c'est sur la cybersécurité, comment se protéger et protéger ses enfants. Je vais commencer par quelques statistiques sur le sujet qui proviennent d'une étude du CIFRIO qui a été réalisée en 2019. Bon, selon l'étude, il y a 96% des jeunes de 6 à 17 ans qui font l'usage d'un équipement informatique. Parmi ceux-ci, il y en aurait 66%, ce serait la tablette et 60% le téléphone intelligent. Il y a 39% de ces jeunes qui passent plus que 10 heures par semaine sur Internet. 57% selon l'étude sont présents grâce à l'adresse de courriel, compte Facebook ou Instagram. Je soupçonne que c'est probablement sous-évalué. Je crois qu'ils sont beaucoup plus. 94% des parents de ces jeunes de 6 à 12 ans imposent des règles sur l'utilisation d'Internet. 38% des parents utilisent un logiciel de contrôle parental et 56% des parents considèrent comme étant probable que leurs jeunes subissent de l'intimidation sur Internet. Dernière statistique, celles-ci, elles proviennent de Statistique Canada, une étude qui a été réalisée en 2018. Sur 33 000 infractions reliées à la cybercriminalité au sens large, c'est-à-dire autant les jeunes que les adultes, il y en aurait 50% qui seraient relatifs à la fraude et 11% concernant la pornographie juvénile. Donc, dans ce cas-ci, c'est les enfants qui sont des victimes directes. Les communications indécentes ou harcelantes représenteraient 8% des infractions qu'on pourrait qualifier de cybercriminels et 7% des menaces. Et en 2018, c'était 12% en augmentation par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire 2017. Je n'ai pas réussi à trouver des chiffres pour les années 2019 et 2020. On présume que ça va toujours là en augmentant là, les actes de nature criminelle là, qui ont Internet comme principal vecteur. Maintenant, en ce qui concerne les jeunes, on peut se poser la question, c'est se protéger de quoi et de qui? Ça prend différentes formes. Celle qu'on connaît bien, c'est l'intimidation et le harcèlement, c'est très présent. Il y a le vol d'informations personnelles. Donc, autant les adultes que les jeunes peuvent faire l'objet de vol d'informations personnelles. Les cas de fraude aussi, ils peuvent faire l'objet de fraude, autant les adultes. Encore là, on s'entend que c'est plus les adultes qui sont sujets à ça, atteinte à la personne. Et ce qui est très préoccupant, c'est la pédophilie, les pédoprédateurs. Donc, c'est des individus, évidemment, avec des intentions malveillantes qui cherchent à obtenir quelque chose, des enfants, soit des photos ou même des rencontres pour pouvoir profiter d'eux. Donc, c'est une chose qui est très préoccupante avec Internet. Ça leur donne un moyen de les atteindre sans se compromettre physiquement là, pour les approches. Et il y a les cyber-risques en général. Donc, on parle des cyberdélinquants. Donc, c'est des gens qui ont des intentions malveillantes. Ce n'est pas forcément des pédophiles, mais c'est des gens qui s'amusent à perturber d'autres personnes. Il y a les cyberprédateurs qui veulent faire de la collecte d'informations. Quelquefois, c'est des photos, c'est des informations, des trucs du genre. Et il y a aussi les fameux logiciels malveillants là, qui peuvent être propagés par les réseaux sociaux, les jeux en ligne et tout ça. Donc, tout ça est un environnement qui, dans la plupart des cas, a des effets négatifs là, sur autant les adultes, mais principalement aussi les enfants, là, étant donné qu'ils utilisent Internet, puis il y a quand même peu ou pas de contrôle, dépendant comment on encadre la chose. Comment encadrer l'utilisation d'Internet? Bon, ça fait quand même plusieurs années que c'est un sujet qui est à l'ordre du jour, dont on se préoccupe. Il y a plusieurs moyens disponibles. Il y a des moyens de nature technique, mais on s'aperçoit que ces moyens-là, même s'ils sont de plus en plus présents, c'est une préoccupation de plus en plus présente, c'est quand même des moyens qui ont des vulnérabilités. C'est pas parfait, il y a toujours moyen de les contourner.
Donc, pour les plus jeunes, évidemment, c'est quelque chose qui est quand même utile. C'est mieux que rien du tout, évidemment. Donc, il y a le contrôle parental d'Internet. Donc, qu'est-ce que c'est essentiellement? C'est qu'on déploie, on installe, on configure, on paramétrise des moyens pour s'assurer euh, un contrôle sur l'utilisation d'Internet que font les enfants. Donc, ça peut aller soit pour le contrôle du temps d'écran, ça peut contrôler aussi le type de site ou de services qui sont consommés. Ça peut être aussi certaines applications spécifiques qui sont spécialement conçues pour les enfants, donc qui sont beaucoup plus faciles à utiliser, mais qui permettent aussi de s'assurer qu'ils ne sortent pas d'un genre d'enclos qu'on fait là, pour s'assurer que, bon, ils restent à l'intérieur des cadres qu'on a définis et il n'y a pas d'intervention extérieure malveillante qui puisse perturber l'enfant. Ça, pour les plus jeunes, ça fonctionne quand même bien. Quand on parle de plus jeunes, on parle habituellement des enfants qui ont en bas de 12, 13, 14 ans là, dans le bas âge. Lorsqu'on tombe avec les plus vieux, bien, ces moyens-là de contrôle, ils deviennent de moins en moins efficaces parce qu'ils sont de plus en plus habiles. Donc, les jeunes se parlent beaucoup, s'échangent des trucs. Donc, il y a toujours moyen de contourner un moyen de contrôle qu'on met en place. Donc là, il faut avoir une approche qui est beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus psychologique. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup mieux d'y aller par de l'éducation, leur expliquer c'est quoi les dangers, les conséquences associées à ça, et la sensibilisation, évidemment, là, associée aux menaces qu'on peut retrouver dans Internet. Donc, les menaces que j'ai mentionnées tout à l'heure, les individus avec des intentions malveillantes. Ceux qui sont impliqués là-dedans aussi, les parents et les enfants. Et il y a aussi les autorités et l'industrie, donc les prestataires de services qui ont aussi un rôle à jouer. Donc, de plus en plus, les gouvernements sont sensibles à la question. Donc, il y a des lois qui sont promulguées, puis l'industrie doit se plier aux lois qui sont édictées. Donc, comme par exemple en Europe avec le RGPD ou le GDPR, là, qui est le Règlement général de protection des renseignements, il y a la notion de droit à l'oubli. Donc, on peut demander à ce que des enregistrements qui sont faits, les traces qu'on laisse sur Internet soient détruites à notre demande. Donc, on sait que parfois les jeunes, surtout les ados, ont des activités qui sont parfois de nature particulière. Donc, ça laisse des traces. Donc, si la loi l'oblige, ce n'est pas présentement le cas ici au Canada, mais en Europe, ça l'est, on peut demander aux fournisseurs de détruire ce qui a été fait à partir d'un certain moment là, dans le passé. Là. Donc, évidemment, ça permet d'effacer certaines traces, certaines photos qui ont été prises dans certaines circonstances qui ne sont pas à l'avantage du jeune, surtout lorsqu'il atteint l'âge adulte. Il y a aussi une responsabilisation puis des moyens d'agir. Donc, il y a de l'éducation qui est faite soit par les gouvernements ou par l'industrie. Puis, il y a aussi une collaboration internationale qui se met en place pour s'assurer d'un certain contrôle d'Internet. Aussi au niveau criminel, notamment les réseaux de cyberpédophiles. Donc, il y a beaucoup de collaboration gouvernementale et policière là, pour être capable de traquer ces individus et de les mettre hors de nuire. Donc, j'ai résumé très brièvement, là, mais c'est les moyens qu'on a mis en place là, pour pouvoir assurer une utilisation sécuritaire d'Internet. Le problème des équipements mobiles, parce que, comme on a vu tout à l'heure, c'est souvent les équipements qui sont utilisés par les jeunes. Donc, on parle de tablettes, téléphones intelligents. Il y a une question que j'ai entendue à plusieurs reprises. Un enfant qui a trop de contrôle sur un appareil mobile, est-ce qu'il peut nous mettre en danger, c'est-à-dire le parent ou lui-même, avec ce qu'il fait avec son appareil mobile? Il y a certaines situations qui peuvent se présenter. Donc, par exemple, si l'appareil permet de faire des achats en ligne, donc s'il y a une carte de crédit associée à l'appareil, donc pour acheter des jeux ou acheter du temps sur des jeux en ligne et tout ça, bien, s'il n'y a pas de contrôle qui est fait sur les achats qui sont faits, donc s'il n'y a pas de contrôle à l'usage, bien, il peut arriver, probablement, il peut consommer beaucoup d'argent s'il n'y a pas de limite qui est mise. Il peut aussi arriver qu'il puisse installer des applications là, à notre insu ou sans demander la permission. Donc, parfois, il y a certaines applications, souvent de jeux,
qui ont des aspects malveillants. Donc, de façon intentionnelle, il y a des gens qui ont programmé des choses à l'intérieur de l'application. Donc, c'est des choses qui peuvent avoir comme conséquence du vol d'identité, du vol d'informations, informations bancaires. Ça peut aussi amener à projeter sur l'équipement, forcer le jeune à voir sur l'équipement des informations qui peuvent être troublantes pour lui. Donc, s'il n'y a pas de contrôle, puis si on a quelqu'un qui est peu sensibilisé ou qui n'est pas très habile avec ça, bien, ça peut être le genre de conséquences non désirables qui peuvent arriver avec ces équipements-là. L'autre question qu'on obtient souvent, c'est que penser des applications spécialement construites pour les enfants. Donc, un exemple, il y a Facebook Messenger Kids. Donc, c'est la messagerie qu'on retrouve dans Facebook, mais qui est spécialement construite, qui est spécialement paramétrée pour les enfants. Donc, il y a un parent qui fait la supervision de l'usage de Messenger. Donc, c'est lui qui autorise qui peut échanger des messages avec l'enfant en question. Donc, évidemment, c'est dans leur intérêt à ces entreprises-là d'offrir un service qui est sécuritaire parce que ça leur permet de garder une bonne image corporative. Puis, il y a évidemment l'aspect légal, donc parce qu'il y a un degré de responsabilité qui est lié à ça. Évidemment, ce n'est pas toujours facile pour eux parce qu'ils ont plusieurs juridictions qui peuvent s'appliquer. C'est des compagnies qui sont habituellement un rayonnement international. Donc, ils sont parfois obligés de faire de la personnalisation selon la région, etc., etc. Mais évidemment, c'est comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est dans leur intérêt de le faire pour leur image corporative et se plier aux lois et conserver leur marché parce qu'il ne faut pas oublier qu'habituellement, avec ce genre de compagnie-là, c'est nous qui sommes le produit. Donc, évidemment, ils prennent soin de nous pour qu'on puisse continuer à consommer leurs services et à pouvoir nous vendre des trucs ou des affaires du genre. Mais évidemment, c'est des choses qui sont utiles. En parlant d'applications pour les enfants, puis ça s'applique aussi à toutes les autres applications, il faut toujours se poser la question avant de l'installer si c'est une application qui est légitime et fiable. Parce que ça arrive malheureusement trop souvent que certaines applications, il y a des comportements qui sont non désirables qui sont associés avec l'application. Est-ce qu'elle est facile à configurer? Si on parle d'une application pour les enfants. Donc, quelquefois, si le parent n'est pas très, très familier avec la technologie, c'est peut-être pas facile pour lui, avec ces applications-là, de pouvoir s'assurer qu'il y a une configuration qui est sécuritaire. Je vais en parler d'une de tout à l'heure qui s'appelle TikTok, là, qui est très, très populaire chez les jeunes en ce moment. Est-ce qu'elle est facile d'opérer? Est-ce qu'elle est buggée ou vulnérable? Donc, ça revient à la fiabilité. Est-ce qu'elle est facile à contourner ou désactiver? Si on installe une application pour enfants qui a un contrôle d'accès qui vient avec, bien, il peut arriver à l'occasion que cette application-là, il y a moyen de contourner le moyen de protection qu'on a, qui est paramétré dedans puis qu'on a activé. Il y a eu un cas récemment avec la plateforme Apple, le système d'exploitation qu'on retrouve principalement sur les tablettes et téléphones, là, qui permet de contrôler le temps d'écran pour les enfants. Bien, il y a un jeune de 8 ans qui a trouvé le moyen de contourner cette fonctionnalité-là introduite par Apple de moyen très, très simple. Donc, il l'a trouvé par hasard, mais il s'est aperçu que ça fonctionnait. Donc, le contrôle du temps d'écran qu'on a activé, bien, il se trouve à ne plus être effectif par ce petit moyen très simple que le jeune a trouvé en question. Est-ce que l'application fait vraiment ce qu'elle prétend faire? Donc, il peut arriver parfois qu'il y a certaines applications qui ont des comportements non désirables, comme afficher de la pub, mais il y a certaines applications aussi qui siphonnent de l'information de votre équipement, de votre téléphone, de votre tablette, qui l'envoient sur des serveurs pour participer à des analyses de marché, des choses de genre. Est-ce qu'elle est pérenne? Donc, surtout si on paye pour l'application, est-ce qu'elle va être encore fonctionnelle, effective d'un an, 2 ans, 5 ans? Et dans notre contexte à nous, au Québec, bon, est-ce que le français est supporté par l'application? Donc, souvent, c'est le cas des applications qui sont très populaires, ben, sont disponibles uniquement en anglais. Donc,
parfois, c'est plus difficile à utiliser, il y a besoin de support ou comme nous, comme parents, bon, on ne sait pas quoi faire avec parce qu'on ne comprend pas toujours les instructions qui viennent avec l'application. Justement, bon, étude de cas, plusieurs parents se questionnent sur TikTok. Bon, TikTok, essentiellement, c'est une application de réseau social. Elle permet de mettre du vidéo associé à de la musique, là, principalement. On peut l'utiliser à d'autres fins, mais c'était le but initial. Donc, évidemment, l'entreprise a un intérêt commercial à préserver le marché qu'ils ont développé avec ça. Et il y a eu des pressions qui ont été faites de consommateurs, parents et surtout de gouvernements suite à des menaces de poursuite. Parce qu'il y a des gens qui, avec des intentions malveillantes, qui se sont introduits dans le réseau TikTok puis se sont mis à harceler des jeunes ou à tenter des approches de nature pédophile. Donc, ça l'a obligé, TikTok, c'est une compagnie chinoise qui est derrière TikTok, à implanter un mode pour permettre aux parents de contrôler le compte TikTok de leurs enfants. Donc, on voit que c'est des actions qui ont été prises par des parents et des gouvernements qui ont amené la compagnie à implanter des fonctions pour contrôler l'utilisation de TikTok et éloigner les gens non désirables de TikTok. C'est quoi la meilleure méthode pour protéger les enfants? Donc, comme j'ai mentionné tantôt, il existe des moyens techniques, mais ils ont toujours des limites, ces moyens techniques-là. Donc, la technologie, elle est vulnérable, elle est faillible. Donc, ça peut souvent être facile à détourner par des individus informés. Et on inclut dans cette catégorie-là des jeunes, parce qu'eux autres sont aussi très informés. Ils échangent beaucoup entre eux. La meilleure méthode, c'est la sensibilisation et la vigilance des parents. Donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions, à regarder qu'est-ce qui se passe, à se renseigner, qu'est-ce qui se passe, et surtout à avoir un dialogue avec eux là, pour les informer de des aspects malveillants et surtout être celui à qui on va parler si jamais on constate ou on fait l'objet d'un comportement malveillant ou d'un acte malveillant. Que faire lorsqu'on est l'objet d'un acte malveillant? Une des choses importantes à faire, surtout si on doit prévenir les autorités, c'est de collecter des preuves de l'acte malveillant. Donc, c'est soit faire des captures d'écran, imprimer les courriels qu'on reçoit ou les messages, ou même faire des photos d'écran si jamais c'est difficile de faire des captures. Donc, si jamais il doit y avoir enquête, on est capable de prouver qu'est-ce qui s'est produit. Puis on est capable aussi de fournir du matériel aux forces policières pour qu'elles soient en mesure de retracer l'origine de l'acte en question. Ça, c'est un élément important si on constate qu'il y a des événements graves qui se produisent, qu'on soit capable de garder des preuves pour aider les autorités à retrouver ceux qui sont à l'origine de la chose. Autre conseil, c'est de calculer calmement de l'événement, de ne pas juger et de faire preuve d'ouverture. Donc, il ne faut pas développer un sentiment de culpabilité chez la victime parce que, premièrement, c'est un aspect qui est négatif. Puis ensuite, ça nous empêche de bien comprendre qu'est-ce qui s'est produit pour éviter que ça se reproduise. Troisième point qui est très important, c'est de ne pas contacter, argumenter ou discuter avec les agresseurs. C'est malgré qu'on soit probablement choqué de l'événement, il faut laisser ça aux personnes qui ont les outils pour le faire. Il y a certaines personnes qui sont portées à vouloir se faire justice soi-même, donc de tenter de retracer ces individus, peut-être même apporter des actions, même tenter de pirater ces individus-là, ça s'est vu dans certains cas. Ça ne fonctionne pas dans tous les cas, puis souvent les agresseurs sont très habiles. Probablement, vous avez probablement beaucoup de difficultés à le retrouver. Quelquefois, ils se trouvent dans des pays étrangers. Donc, on n'a pas les moyens en tant que parents là, d'agir contre ces gens-là. Donc, il faut vraiment laisser ça aux personnes en autorité qui ont les moyens de le faire, notamment les forces policières. Alors, autre point, évidemment, on avise la police si vous jugez que c'est un acte criminel qui s'est produit. Ou, il y a quelques années, les corps policiers étaient plutôt mal équipés pour faire face à ce genre de situation-là, mais maintenant, aujourd'hui, la plupart des
grands corps de police ont des équipes spécialisées pour la cybercriminalité. Donc, on parle de la police de Montréal, la Sûreté du Québec, la GRC, Police de Québec. Donc, ces gens-là ont habituellement des personnes spécialisées qui peuvent bien analyser la situation. Il y a des outils aussi pour permettre de faire des enquêtes, pour pouvoir remonter vers les criminels qui font des actes malveillants. Et si un acte malveillant se déroule dans un cadre scolaire, évidemment, il faut aviser l'institution d'enseignement. On parle souvent de cas de cyberintimidation. Donc, habituellement, ces gens-là, ils ont un plan d'action pour pouvoir prendre en main ces situations-là qui sont en problème. Quelques moyens simples de se protéger. Bon, il y a ce qu'on a parlé tout à l'heure, la sensibilisation et l'éducation. Donc, c'est être vigilant sans forcément être intrusif. Donc, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe, être au fait des actualités. Autre conseil qui vaut autant pour les jeunes que pour les adultes, c'est installer les mises à jour de vos logiciels, de vos plateformes. Donc, pour pas que des gens malveillants puissent profiter des vulnérabilités. Si vous utilisez un poste de travail, c'est d'avoir un antivirus. Pour le cas des téléphones et des tablettes, c'est beaucoup plus particulier, les antivirus. Ça a une efficacité qui sont parfois limitées. Il y a des plateformes qui sont beaucoup plus fiables que d'autres. Faut se référer au manufacturier pour savoir c'est quoi la meilleure méthode. Et il y a une autre méthode qui existe qui est quand même peu connue, mais qui est très efficace. Puis ceux qui sont familiers avec la technologie, ils vont comprendre à quoi je vais en venir. Puis ceux qui sont moins, vous pouvez demander conseil à votre fournisseur ou à quelqu'un qui a des compétences techniques. C'est la configuration du serveur DNS de votre réseau, de votre accès Internet. Ce que ça fait, c'est que si vous cliquez sur un lien, ça vérifie si le site où vous connectez est parmi des listes de sites qui sont réputés être malveillants avec des contenus non appropriés. Donc, il y a l'exemple, le deuxième exemple qui est 111 for Family de Cloudflare. Donc, j'ai mis les liens que vous pouvez consulter qui vous expliquent comment procéder. Ce que ça fait, dans cet exemple de Cloudflare, c'est que les sites pornographiques sont listés là-dessus. Donc, ça vous empêche d'y accéder. Il n'y a pas de résolution de nom qui est fait. Donc, vous pourriez rentrer un URL vers un site avec un contenu litigieux. Ça empêcherait votre navigateur d'y aller. Donc, on peut installer ça sur le routeur sans fil ou le routeur de fournisseur de services à la maison. Puis ça permet d'avoir l'esprit tranquille sur certains contenus. Ça permet aussi d'empêcher l'accès avec des sites qui sont réputés propager du contenu malveillant, des logiciels espions, des rançongiciels, des trucs de ce genre-là. Donc, c'est une forme de protection qui est assez simple à mettre en place, qui ne coûte rien et qui vous permet quand même de vous donner une certaine protection. Donc, c'est des moyens qui sont assez simples. La plupart des fournisseurs de services ont des pages sur leur site qui leur expliquent aussi comment se protéger, puis quel est leur engagement pour vous fournir un service qui est sécuritaire. Donc, ça clôt le contenu que je voulais vous partager. Je crois qu'on va pouvoir recevoir des questions et vous répondre. Même on en a reçu une à l'avance. Si je résume cette question-là, c'est que, étant donné la situation actuelle, quels étaient les meilleurs équipements qu'on pouvait avoir à notre disposition pour permettre aux jeunes d'accéder à Internet, que ça soit sécuritaire et fiable, etc. Évidemment, aujourd'hui, avec les tablettes, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que souvent, c'est des équipements qui sont très simples à utiliser. C'est des équipements que les logiciels sont très visuels, sont pensés pour les logiciels pour enfants notamment, ils sont pensés qu'une ergonomie qui est intéressante pour eux. C'est beaucoup moins compliqué qu'un ordinateur portable. Évidemment, ça les limite si on doit taper du texte. Mais en général, c'est quelque chose qui offre des contenus qui peuvent être intéressants. Souvent, les écoles maintenant ont inclus la tablette dans leur programme pédagogique. Donc, il faut s'assurer que si jamais on désire se procurer un équipement, qu'il puisse servir à l'école si l'école ne fournit pas ce genre d'équipement-là. Donc, si on veut s'en procurer un. Est-ce qu'on doit se procurer un équipement de type du manufacturier Apple ou Windows ou Android?
Souvent, c'est une question de choix. La plateforme Apple est réputée être quand même très sécuritaire, robuste. Évidemment, malheureusement, elle est très chère comparativement aux autres. Donc, évidemment, si vous possédez déjà des équipements de ce manufacturier-là, ben, ça s'intègre facilement. Les équipements de type Android, bon, sont beaucoup moins dispendieux, mais ils sont souvent plus fragiles au point de vue logiciel, puis au point de vue de fabrication. Donc, faut vous, celui qui va l'utiliser, bon, il faut qu'il prenne plus de précautions, évidemment. Donc, si vous avez des questions, d'autres questions. Alors, merci, M. Gagnon, pour la présentation. On a une question déjà d'une personne qui dit quels sont les logiciels ou applications à éviter. Donc, je vais vous demander à tous, avant que M. Gagnon ne réponde, si vous pouvez juste activer vos vidéos pour qu'on puisse voir les personnes qui sont connectées, ceux qui le souhaitent. Et donc, la question, c'est quels sont les logiciels ou applications à éviter? Souvent, celles qui sont à problème, c'est les logiciels de jeu qui sont gratuits. Parce que, bon, vous ne payez pas pour le jeu, donc les éditeurs de logiciels, faut qu'ils rentabilisent leurs produits d'une certaine manière. Donc, souvent, c'est par de la publicité. Donc, c'est pas toujours quelque chose qu'on souhaite. Souvent aussi, ils vous offrent des fonctionnalités qui sont limitées. Si vous voulez aller plus loin dans le jeu, ben, vous devez rentrer une carte de crédit. Donc, là, le scénario qui se produit souvent, c'est que le jeune, bon, ben, il veut profiter des fonctionnalités plus élevées du jeu. Donc, il vous demande, bon, est-ce que tu peux me rentrer ton numéro de carte de crédit pour que je puisse avoir les autres modules ou acheter des objets qui sont dans le jeu pour pouvoir en profiter. Donc là, on peut se retrouver dans une boucle d'achat non contrôlée. Souvent, ces compagnies-là, ce sont des petites compagnies, sont souvent à l'extérieur du pays. Donc, si jamais on veut terminer l'abonnement, parfois, ça peut être compliqué. Ça, c'est le scénario qui est courant. Il peut y avoir des scénarios plus graves aussi où ce jeu-là, étant donné qu'il est gratuit, bien, il installe, parce que les gens qui l'ont produit ont des installations malveillantes, il installe des logiciels non désirés sur votre dispositif, votre tablette ou votre ordinateur. Donc, ça peut faire du minage de crypto-monnaies, ça peut tenter de voler vos informations bancaires. Donc, dès que vous ne payez pas pour quelque chose, vous devez donner quelque chose en échange. Donc, dans le moins pire des cas, c'est de supporter de la pub. Ça peut être aussi de donner des informations personnelles qui peuvent être utilisées ou ça peut être plus grave. C'est les exemples que je viens de vous donner, c'est-à-dire installation de logiciels malveillants, vol d'informations personnelles ou bancaires, etc. Parfait. Il y a une deuxième question. Je ne sais pas si la réponse satisfait Katoumbaï. Sinon, en attendant qu'elle réponde, il y a une deuxième question. Comment vérifier la légitimité d'une application? Si on va prendre je ne vais pas comparer deux cas. Le cas des plateformes Apple avec les tablettes iOS et même les ordinateurs avec le macOS, et le cas des plateformes Android. On parle souvent du Play Store, du Google Store, Play Store, etc. Qu'est-ce que c'est? Les stores, c'est les magasins où on retrouve les applications. Comme dans le cas de Apple, c'est strictement contrôlé. Il y a des problèmes, mais il y en a quand même très peu parce que les développeurs d'applications, ils sont dans un cadre qui est assez restreint. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, puis c'est très surveillé, les applications qu'on retrouve habituellement sur le Apple Store. Si on prend la plateforme Android, bien, Android, il y a une approche qui est différente, donc ils sont beaucoup plus ouverts. Il peut exister différents types de stores, donc il peut y avoir le Samsung Store, il y a le Google Store, nommez-les, ils existent pratiquement tous. Et eux, ils ont des processus de contrôle qui sont beaucoup plus laxes, ils sont beaucoup moins exigeants. Donc, souvent, les applications qui sont là-dedans, ben, ils ont des fonctionnalités qui ne sont pas toujours désirées, qui sont présentes. Donc, ça arrive souvent que c'est connu qu'il y a un certain pourcentage des applications qu'on retrouve dans ce type de magasin-là, sur la plateforme Android, qu'il y a des problèmes avec là, de différentes natures. Donc,
c'est souvent la source de cas. Mais dès que quelque chose est gratuit, dites-vous que vous devez donner quelque chose en échange. Donc, dans le moins pire des cas, c'est de la pub, puis dans le pire des cas, ben, c'est des logiciels malveillants ou des tentatives de fraude, etc. D'accord. Alors, la question suivante, c'est pour revenir à l'application TikTok. Oui. Vous, en tant que parent, est-ce que c'est une application que vous autoriserez vos enfants à utiliser? Moi, mon enfant, c'est un adulte maintenant, donc je ne contrôle plus ce qu'il fait. Mais j'ai vécu la période de jeune enfant à ado. Évidemment, il y a la théorie et la pratique, donc on peut dire qu'on veut contrôler tout et tout ça, mais dès que ça arrive à l'adolescence, on ne peut pas tout contrôler, c'est impossible. Donc, le mieux, c'est d'y expliquer les conséquences de certains gestes qu'on peut faire dans Internet et qui laissent des traces. Donc, dès qu'ils arrivent vers 16, 17 ans, là, on ne peut plus vraiment contrôler, même plus jeunes dans certains cas, qu'est-ce qu'ils font. Encore là, c'est le dialogue qu'il faut faire avec eux. Vous pourrez toujours tenter d'avoir des contrôles stricts, mais dès qu'ils quittent la maison, vous ne savez pas où est-ce qu'ils se connectent. Ils peuvent avoir accès à d'autres dispositifs, donc c'est quelque chose qui est pratiquement impossible là, à contrôler. Là. Il y a une autre question par rapport à la période de confinement, parce que vous savez qu'au Québec, à partir du lundi prochain, les enfants, il y en a qui vont retourner à l'école pour les parents qui le souhaitent, et il y en a qui ne vont pas retourner à l'école et qui vont rester à la maison. Alors, la question, c'est pour les enfants qui vont rester à la maison, est-ce qu'il faut essayer de est-ce qu'il y a une certaine hygiène numérique qu'il faudrait mettre en place à ces enfants-là pour leur permettre de travailler sereinement et ne pas passer tout leur temps sur des sites non protégés ou pas sécuritaires? Comme j'ai mentionné tout à l'heure, pour les jeunes enfants, c'est plus facile à contrôler avec les fonctions de contrôle parental qui sont souvent intégrées dans les plateformes. Donc, Android l'offre, Apple l'offre sur ses produits. On peut contrôler le temps d'écran, donc on peut contrôler les logiciels qui sont installés. Le temps d'écran, c'est souvent un sujet de discorde dans les familles. Donc, il y a toujours le dialogue, mais on peut aussi imposer au niveau des équipements, votre routeur sans fil, vous pouvez dire de telle heure à telle heure, la connexion est permise, puis on peut le terminer. Donc, pour les jeunes enfants, c'est facile. Pour les ados, encore là, c'est une question de dialogue. Vous pouvez toujours tenter de débrancher le routeur sans fil, dépasser une certaine heure. Donc, vous allez sûrement avoir une discussion animée suite à ça, mais c'est l'ultime moyen là, si vous ne réussissez pas à avoir le dialogue. OK. Il y a une nouvelle question qui vient de m'arriver, c'est par rapport aux mots de passe. Parce que c'est vrai que sur les ordinateurs dehors, il y a des mots de passe, etc. Mais à la maison, par défaut, on n'en met pas. Est-ce que c'est conseillé d'en mettre? C'est conseillé d'en mettre. Pas de mot de passe, c'est pas une pratique qui est très bonne. Donc, c'est parce que ça permet premièrement, de protéger l'accès. Si c'est un ordinateur familial où il y a plusieurs personnes qui l'utilisent, créer des utilisateurs avec des privilèges qui sont restreints, donc qui ne permettent pas, par exemple, d'installer d'applications. C'est le meilleur moyen de s'assurer qu'il n'y a pas de logiciels avec des effets indésirables qui sont installés, comme des jeux, des choses de ce genre-là. Surtout si c'est un ordinateur qui est utilisé à des fins qui sont autres que le jeu, pour des travaux scolaires ou même pour les parents qui travaillent avec, parce qu'évidemment, dans la situation actuelle, c'est un scénario qu'on voit souvent. Donc, l'ordinateur familial sert à plusieurs individus dans la famille, parfois pour le travail. Donc, pour s'assurer de la sanité, que s'assurer que l'appareil fonctionne bien, donc, on crée des utilisateurs avec des mots de passe qui, normalement, seulement eux connaissent. C'est la théorie. Souvent, c'est pas toujours possible. Mais quelqu'un qui a un compte utilisateur, un enfant qui a peu de privilèges, que le compte permet de faire peu de choses, on s'assure que l'ordinateur n'est pas détruit ou mis hors service par des installations non désirées. Puis quand on parle d'installations non désirées, ça peut être aussi des installations qui sont faites à notre insu. Donc, parfois, on va sur des sites web et il y a des trucs qui peuvent s'installer sans qu'on le sache. C'est des choses qui arrivent. Là.
Donc, si on a un compte qui a peu de privilèges, ben, ce qui arrive, c'est que le logiciel qu'on ne veut pas avoir, ben, il ne pourra pas s'installer parce que notre compte n'a pas la permission de le faire. Donc, c'est vraiment une pratique là, qui est recommandée. Il y a une autre question qui vient d'arriver, c'est par rapport au réseau Wi-Fi qu'on a dans les maisons. Parce que par défaut, on prend un abonnement, on a un réseau et puis l'opérateur nous communique un mot de passe. Exact. Est-ce qu'il est conseillé de garder ce mot de passe ou de le changer? Ça, c'est la première partie de la question. Et la deuxième partie, c'est est-ce que ces mots de passe sont sécuritaires ou bien, parce qu'on a vu des vidéos sur YouTube, WhatsApp, où il y avait des gens qui étaient arrivés à infiltrer des réseaux Wi-Fi de résidentiels. Qu'est-ce qu'il en est? Bon, le mot de passe qu'on vous donne par défaut, idéalement, vous devez le changer. Parce que souvent, ces mots de passe-là, ben souvent, quelquefois, c'est des mots de passe qui sont soit trop simples, ou c'est des mots de passe qui sont faciles à deviner parce que le fournisseur de service s'y installe 10 000 équipements dans 10 000 domiciles. Il faut qu'ils produisent les 10 000 mots de passe. Donc, souvent, c'est des séquences, c'est des patterns qui sont mis dans les mots de passe. Donc, il y a des gens qui sont habiles et ont beaucoup de temps libre, donc ils réussissent à trouver c'est quoi le pattern, puis là, ils font des essais, ils se promènent dans la rue avec des équipements, des postes de travail, puis ils ont des scripts qui roulent, puis ils essaient de se connecter un peu partout, là. Donc, c'est préférable de le changer, puis de mettre un mot de passe qui est robuste. Ça veut dire un mot de passe qui est compliqué. Encore là, ça, c'est la théorie, mais dans la pratique, évidemment, on veut, quand on a un nouveau équipement qui vient à la maison, on veut le connecter. Donc là, il faut s'assurer qu'on a toujours le mot de passe qu'on a mis, là. Sinon, on est obligé de refaire un reset. Là, il faut les changer partout. Donc, c'est une gestion qu'il faut faire. Il faut que ça soit quelque chose qu'on juge sécuritaire. C'est pas quelque chose qu'on partage habituellement. Si on a des invités à la maison, ben souvent, ces plateformes-là permettent de créer un mot de passe à invité. Donc, on ne lui donne pas le mot de passe qu'on utilise normalement à la maison. Donc, c'est quelque chose qu'il faut habituellement gérer là, selon les pratiques recommandées. Et puis la deuxième partie, où est-ce qu'il est possible de pouvoir pirater ces mots de passe? Vous y avez répondu en partie. Oui, ben, ces équipements-là, les équipements sans fil, les Wi-Fi, c'est des équipements qui ont eu les protocoles utilisés, c'est-à-dire la mécanique qui met en place pour que les différents équipements communiquent entre eux, tout ça, ont fait l'objet de quelques problèmes, ce qu'on appelle des vulnérabilités. Donc, c'est des faiblesses qui peuvent être exploitées par des gens qui ont les outils adéquats. Donc, ça arrive à l'occasion. C'est sur... il y a différents scénarios qui peuvent se produire où ces vulnérabilités-là, ces faiblesses-là peuvent être exploitées par des gens qui ont les outils appropriés. Donc, il y a ce qu'on appelle du war driving, c'est-à-dire c'est des gens qui se promènent en auto et qui essaient de se connecter à différents points d'accès sans fil. On a aussi ce qu'on appelle les hotspots, c'est les points d'accès sans fil ouverts là, dans les restaurants ou dans les centres d'achat et tout ça, là, qui peuvent faire l'objet d'attaques de ce genre-là aussi. Là. Il existe différents scénarios. Ce n'est pas un moyen qui est réputé être sécuritaire, là, sans fil. Si jamais vous devez accéder à des choses qui sont sensibles, qui ont une certaine valeur, comme par exemple vos comptes bancaires et tout ça, puis vous n'êtes pas certain de la sécurité de votre sans-fil ou de l'endroit où vous vous connectez, bien souvent on utilise ce qu'on appelle des VPN. C'est des outils qui permettent de créer des canaux sécurisés, que même si votre réseau sans fil est compromis, bien, ça permet de protéger cette communication-là. Le contenu n'est pas accessible. Là. Donc, c'est des choses qu'on utilise couramment là, pour se sécuriser. Aujourd'hui, ces services-là de VPN sont disponibles sur le marché. Il existe plusieurs fournisseurs qui offrent ces produits-là, soit de façon gratuite ou payante. Encore là, si c'est gratuit, dites-vous qu'il y a une raison, vous êtes le produit. Donc, ils s'organisent pour que vous leur donniez quelque chose en échange. Alors, une autre question, où est-ce que je pourrais avoir le genre de site qu'un enfant a consulté lors de son utilisation sur l'ordinateur? Excusez-moi, le site? Où est-ce que je pourrais avoir le genre de site qu'un enfant a consulté lors de son utilisation de l'ordinateur? OK, oui. Donc, un parent qui veut pouvoir après voir tout ce que l'enfant a fait sur l'ordinateur. Il existe des logiciels de contrôle parental
qu'on peut installer sur le poste de travail ou sur le point d'accès sans fil qui permettent ce genre de choses-là. Évidemment, bon, ça prend une certaine maîtrise technique. Il y a certains logiciels qui sont quand même très sophistiqués. Ils peuvent même prendre des copies de pages écran à intervalles réguliers. Puis ça vous permet de voir qu'est-ce qui a été fait avec l'ordinateur. Vous pouvez aussi, le moyen le plus simple qu'on a à notre disposition, c'est d'aller voir dans l'historique du navigateur Internet que vous utilisez. Encore là, on suppose que l'enfant ne sait pas comment effacer l'historique du navigateur Internet. Donc, là, il y a toutes sortes de techniques qui existent. Là. Si jamais on crée un compte avec des privilèges plus élevés pour l'enfant, bien, souvent, ce compte-là ne permet pas l'effacement de l'historique. Mais toutes ces choses-là demandent une certaine maîtrise technique. Donc, ça oblige le parent, s'il n'y a pas de formation technique, à se documenter et à chercher. Donc, habituellement, tout ça est bien documenté dans Internet. Là. Si jamais vous n'êtes pas en mesure de le faire, vous pouvez demander conseil à l'endroit où vous avez acheté l'ordinateur. Et aussi, souvent, les fournisseurs de services comme Bell, Vidéotron, Rogers ont des sections aussi sur leur site Internet qui expliquent comment faire. Et aussi, ces fournisseurs-là peuvent vous offrir un logiciel de contrôle parental qui est géré par le fournisseur, le prestataire de service. Évidemment, ce n'est pas gratuit, mais c'est plus simple. D'accord. On a une autre question, c'est « Mon enfant veut devenir youtubeur. Comment est-ce que je peux l'encadrer? » Oh, ça, c'est une très bonne question. Encore là, ben, le meilleur moyen, c'est que ce soit vous qui ayez le contrôle du compte YouTube qui va être utilisé. Il y a aussi le fait que vous pouvez devenir un abonné aussi de ce compte-là. Vous devenez un fan de votre influenceur maison pour savoir qu'est-ce qu'il fait et tout ça. Vous pouvez participer à la conception. C'est le meilleur moyen de savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Qu'est-ce qu'il fait avec ça, qu'est-ce qui est diffusé, tout ça. Évidemment, il peut toujours choisir de vous mettre à part ou tout ça, là, mais le meilleur moyen, c'est d'avoir le contrôle sur le compte là, à ce moment-là. Je ne me souviens pas si YouTube, comme certaines autres plateformes, permet de créer un compte qui est un peu le compte maître puis qui est compte esclave. Il faudrait vérifier cette fonctionnalité-là. C'est possible que ça soit disponible, mais encore là, je le dis sous toute réserve. Ouais, je pense quand même qu'être le premier follower de son enfant serait le meilleur moyen parce qu'on a effectivement… C'est, à mon sens, le meilleur moyen. Oui. Comme compte Facebook, si c'est la même chose aussi, là, que vous soyez un contact de votre enfant sur Facebook, c'est le meilleur moyen de voir qu'est-ce qui se passe, s'il y a des échanges qui peuvent vous paraître suspects. Si vous vous apercevez, par exemple, qu'il y a beaucoup de ses amis qui apparaissent soudainement dans la liste d'amis, puis c'est des gens que vous ne connaissez pas, vous pouvez vous poser des questions, l'interroger pour savoir c'est qui, lui, puis tout ça. Là. On a une autre question intéressante. Jusqu'à quel point devrons-nous nous méfier de Facebook? Se méfier de Facebook est une bonne attitude. Parce qu'évidemment, puis encore là, je le répète encore, c'est que si vous ne payez pas pour un service, vous devez donner quelque chose en échange. Donc, dans ce cas-ci, vous êtes le produit de Facebook. Eux, ils sont là pour vendre de la pub, pour vous vendre de l'information qu'ils possèdent sur vous. Donc, plus ils en savent sur vous, plus ils peuvent faire de l'argent sur vous. Donc, ils savent où vous habitez, quels sont vos contacts, quels sont vos goûts, votre profil social, votre profil sexuel, etc., etc. Donc, c'est toutes des choses qu'ils utilisent pour créer de l'information et la revendre. Donc, il faut toujours être vigilant vis-à-vis de Facebook. Vous devez toujours choisir qu'est-ce que vous publiez sur Facebook. Et donc, je suppose que les enfants publient aussi sur Facebook. Exact. Tout le monde, il n'y a pas de discrimination dans Facebook. À partir de quel âge doit-on laisser un enfant avoir un compte Facebook? Si ma mémoire est bonne, il y a une politique de Facebook, quoi qu'il change souvent de politique, là, mais à une certaine époque, il fallait avoir plus que 13 ans, si ma mémoire est bonne. Parce que sinon, ça prend la permission d'un adulte, etc., etc. Là. Mais le plus tard est le mieux.
Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je n'en vois plus de questions. Et puis, il est presque l'heure. On avait prévu 1 heure de présentation. Il va être 15 heures. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier M. Clément Gagnon de nous avoir partagé son expérience sur la cybersécurité, comment se protéger, comment protéger les enfants. On a eu des informations très, très intéressantes. Et je vais remercier tous ceux qui ont participé à la présentation. Donc, merci à tous et à bientôt. Merci, ça fait un plaisir.